La enfermera fue despedida del hospital tras ser acusada de negligencia con un paciente millonario. 3 meses después, había un auto de lujo cerca de su humilde casa. Le jour se levait à peine sur Paris quand Chloé Bernard franchit les portes automatiques de l'hôpital Saint-Raphaël. L'odeur familière de désinfectant l'accueillit comme chaque matin depuis 8 ans, à 31 ans. Son visage aux traits fins trahissait déjà une fatigue chronique, mais ses yeux verts conservaient cette étincelle de détermination qui l'avait menée jusqu'ici. « Bonjour Chloé, déjà là ?» lança Sylvie, la réceptionniste, en lui tendant son badge. « Comme toujours », sourit-elle en attachant son badge à sa blouse blanche impeccable. « Des nouvelles du service de cardio. Le docteur Lemoine te cherche. Apparemment, c'est urgent. » Chloé fronça les sourcils. Antoine Lemoine, le directeur de l'hôpital, ne la convoquait jamais sans raison, en remontant le long couloir au néon blafard. Elle croisa Claire Girard, l'infirmière-chef qui l'avait prise sous son aile dès son arrivée. « Tu as l'air préoccupée, ma belle », remarqua Claire en rajustant son chignon grisonnant. « Le moine veut me voir. » Claire lui serra brièvement l'épaule. « Rien de grave, j'imagine. Ta réputation te précède. » Dans l'ascenseur qui la menait au 6e étage, Chloé effleura machinalement le médaillon doré qui ne quittait jamais son cou. Ce porte-bonheur, seul héritage d'une famille qu'elle n'avait jamais connue, l'accompagnait lors de chaque garde. Sa mère lui avait raconté l'avoir trouvé parmi ses langes lorsqu'elle l'avait recueillie. Orpheline de quelques jours à peine, le bureau du déheur, le moine ressemblait à son propriétaire, froid, impeccable et intimidant. Derrière son bureau en acajou, l'homme de 50 ans ajusta ses lunettes en l'invitant à s'asseoir. « Mademoiselle Bernard, merci d'être venue si rapidement. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui... » « Au contraire, » l'interrompit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre excellence professionnelle nous a valu une requête particulière. » Il fit glisser un dossier vers elle. Hugo Marchand, 78 ans, milliardaire, propriétaire du groupe Marchand International. Une cardiomyopathie hypertrophique qui s'aggrave. Chloé parcourut rapidement le dossier médical. Son état est critique. Précisément, et il a expressément demandé à être pris en charge par vous. Par moi, s'étonna-t-elle. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Apparemment, votre réputation a atteint les cercles les plus privilégiés de Paris. Il joignit ses mains sous son menton. C'est une opportunité exceptionnelle pour l'hôpital. Et pour vous, vous serez affecté exclusivement à ses soins, avec une compensation financière substantielle. En quittant le bureau, Chloé sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Les Marchands n'étaient pas une famille ordinaire. Leur nom ornait des immeubles, des fondations, et même une aile de cet hôpital. Le lendemain matin, une limousine noire attendait Chloé devant son immeuble délabré de la banlieue Est. Le contraste entre ce véhicule luxueux et les façades défraîchies de son quartier attira les regards curieux des voisins. « Ta princesse est arrivée », murmura-t-elle à sa mère en l'embrassant sur le front. Marianne Bernard, 58 ans, étouffa une quinte de toux. « N'oublie pas tes racines, ma fille », répondit-elle faiblement. « Ces gens-là ne sont pas comme nous. » Dans la voiture, Chloé repensa au sacrifice de ses parents. Son père, maçon, avait travaillé double shift pendant des années pour payer ses études. Sa mère avait usé ses mains à force de laver le linge des autres. Grâce à eux, elle avait décroché cette bourse qui avait changé sa vie. La résidence Marchand, nichée dans le 16e arrondissement, ressemblait plus à un palais qu'à une simple demeure. À l'intérieur, le personnel s'affairait comme dans une ruche. « Par ici, mademoiselle Bernard », l'accueillit une gouvernante austère. « Monsieur vous attend dans l'aile médicale. » L'aile en question aurait fait pâlir d'envie bien des cliniques privées. Au centre, dans un lit médicalisé high-tech, se trouvait Hugo Marchand. Malgré sa maladie, il conservait cette aura d'autorité qui avait bâti son empire. « Alors c'est vous, la fameuse Chloé Bernard ?» articula-t-il d'une voix étonnamment forte pour un homme de son âge. « Monsieur Marchand, je suis honoré de... » « Laissons les formalités, » coupa-t-il en scrutant son visage avec une intensité troublante. « On m'a dit que vous étiez la meilleure. J'espère qu'il n'exagérait pas. » Pendant les heures qui suivirent, Chloé établit sa routine. Elle vérifia les constantes, ajusta les médicaments, examina les derniers résultats d'analyse. Hugo l'observait en silence, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de sa compétence professionnelle. « Où avez-vous fait vos études ?» demanda-t-il soudainement. « À l'université Pierre et Marie Curie, grâce à une bourse. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du vieil homme. « Et vos parents ?»
Des gens simples et honnêtes. Mon père était maçon, ma mère blanchisseuse. Des gens bien. J'en suis certain. L'après-midi avançait quand la porte s'ouvrit sur une femme élégante d'une 40aine d'années. Ses talons claquaient sur le marbre avec assurance. « Papa, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Son regard glissa vers Chloé avec une curiosité à peine dissimulée. « Et vous devez être la nouvelle infirmière. Élise. Voici Mademoiselle Bernard. Mademoiselle Bernard, ma belle-fille. Élise Moreau. » La poignée de main d'Élise était glaciale. « J'espère que vous prendrez soin de lui comme il le mérite. » Quelque chose dans son ton mit Chloé mal à l'aise. Ce n'était pas de la simple préoccupation familiale, mais quelque chose de plus calculateur. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer, Chloé surprit une conversation entre Élise et un homme dans le couloir adjacent. Cette fille, il la regarde comme si... Tu crois qu'il sait quelque chose? Calme-toi, Élise. Hugo est peut-être mourant, mais il n'est pas stupide s'il découvre ce que nous. Il ne découvrira rien si nous restons prudents. Antoine, Chloé tressaillit en reconnaissant la voix du dealer. Le moine. Que faisait-il ici et de quoi parlait-il? Sur le chemin du retour, bercée par la limousine, Chloé repensa à l'étrange façon dont Hugo l'avait regardé, comme s'il cherchait un fantôme dans ses traits, et cette conversation entre Élise et le dealer, le moine. Quelque chose clochait dans cette maison somptueuse aux allures de cage dorée. En arrivant chez elle, Chloé trouva sa mère assoupie, un cadre photo serré contre sa poitrine. C'était leur photo favorite. Chloé en toge universitaire, flanquée de ses parents rayonnants de fierté. Cette image lui rappelait pourquoi elle se battait chaque jour. Pour eux, pour tous ceux qui n'avaient jamais eu sa chance. Elle ne se doutait pas que derrière les murs de la résidence Marchand, son nom figurait dans une conversation qui allait changer sa vie à jamais. « Elle a ses yeux, tu ne trouves pas ?» murmura Hugo à son majordome de confiance, en contemplant une vieille photo jaunie cachée dans son tiroir. Les mêmes que mon Lucas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Chloé avait commencé à s'occuper d'Hugo Marchand. Contre toute attente, une routine confortable s'était établie entre eux. Ce matin-là, elle lui lisait le journal économique, s'arrêtant parfois pour lui expliquer les termes médicaux qui parsemaient son traitement. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit Hugo en l'observant préparer ses médicaments avec une précision méticuleuse. « Faire quoi ?» demanda Chloé sans lever les yeux de la dose qu'elle ajustait. « Me traiter comme un être humain, pas comme un simple patient. » Elle leva les yeux, surprise. « Je ne connais pas d'autre façon de soigner. » Monsieur Marchand, un sourire rare illumina le visage buriné du vieil homme. « C'est exactement ce que j'ai dit à mon fils à votre sujet. Votre fils, Lucas, mon aîné, un chirurgien cardiaque brillant, il est en Allemagne actuellement, pour une conférence internationale. Vous vous entendriez bien, tous les deux. La médecine comme vocation, pas comme carrière. » Chloé détourna le regard, touchée par ce qu'elle percevait comme un compliment sincère. C'était étrange de se sentir ainsi valorisée par un homme qui pourrait acheter l'immeuble entier où elle habitait. « Vous avez l'âge qu'aurait eu mon petit-fils. »« Si mon cadet avait vécu, » murmura-t-il si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Votre cadet ?» Hugo sembla soudain se rappeler où il était. « Une vieille histoire. La vie réserve parfois d'étranges coïncidences. Vous ne trouvez pas, Mademoiselle Bernard ?» Leur conversation fut interrompue par l'arrivée fracassante d'Élise, talons claquant sur le marbre comme une déclaration de propriété. Cette fois, elle n'était pas seule. Le dealer, le moine l'accompagnait, sa présence aussi inattendue que déplacée. « Papa, comment vous portez-vous aujourd'hui ?» Élise déposa un baiser distant sur la joue du patriarche. « Antoine, je veux dire, le dealer, le moine était inquiet pour vos derniers résultats. » Le vieil homme fronça les sourcils. « Mes résultats sont envoyés directement à mon cardiologue personnel. Que venez-vous faire ici, le moine ?» Le médecin s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Simple courtoisie professionnelle. « Monsieur Marchand, l'hôpital tient à s'assurer que notre collaboration se déroule parfaitement. Elle se déroulerait encore mieux sans interruption inutile, » répliqua sèchement Hugo. Élise posa une main sur l'épaule du médecin, un geste trop familier pour être innocent. « Antoine est un vieil ami de la famille. Papa, il ne veut que votre bien. » Chloé observa l'échange en silence, remarquant la tension palpable entre les 3 protagonistes. Elle nota également la façon dont Élise avait prononcé le prénom du directeur. Avec une intimité qui dépassait largement le cadre professionnel, « Mademoiselle Bernard, Zell, pourriez-vous nous laisser quelques minutes ?»
demanda Élise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Non, intervint fermement Hugo. Mademoiselle Bernard reste, c'est mon infirmière et elle a ma confiance. Le regard qu'Élise lança à Chloé était plus glacial que la bise parisienne de janvier. Plus tard dans la journée, après avoir administré les traitements quotidiens à Hugo maintenant assoupi, Chloé se dirigea vers la bibliothèque de la résidence pour compléter ses notes médicales. Le silence feutré de la pièce offrait un contraste apaisant avec l'atmosphère tendue qui avait régné plus tôt. Elle sursauta en entendant des voix provenant d'un petit salon adjacent, dont la porte était entr'ouverte. « Tu es complètement inconscient de venir ici comme ça. » La voix d'Élise, habituellement contrôlée, tremblait de fureur contenue. « Que voulais-tu que je fasse ?»« Il commence à poser des questions à l'hôpital sur cette fille, » répondit le docteur. « Le moine. Quelle importance. Ce n'est qu'une infirmière sortie de nulle part. Une infirmière à qui ton beau-père accorde une confiance inexplicable. Tu as vu comment il la regardait ? Ce n'est pas normal, Élise. » Un silence s'installa, puis la voix d'Élise reprit, plus basse. « Tu crois qu'il sait quelque chose à propos de nous ? » ?»« Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. J'ai surpris une conversation entre lui et son avocat la semaine dernière. Il parle de modifier son testament. »« Quoi ?» Le claquement sec d'un objet frappant une surface dure ponctua l'exclamation. « Il n'a pas le droit. Tout devrait revenir à mon fils. C'est le seul héritier légitime des Marchand depuis que ton beau-frère est mort dans cet accident. »« Oui, je sais. » Chloé retint son souffle, pétrifiée par ce qu'elle entendait. Un accident, un testament modifié. Et quel rapport avec elle ? Ne parle jamais de ça, siffla Élise. Jamais. Ne t'inquiète pas. J'ai autant à perdre que toi si la vérité éclate, mais il faut qu'on agisse. Tu as fouillé son bureau. Impossible. Il garde toujours la clé sur lui, même quand il dort. Le bruit de pas se rapprochant poussa Chloé à se retirer précipitamment vers le couloir principal. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Les jours suivants, Chloé remarqua des changements subtils dans le comportement d'Hugo. Il semblait plus préoccupé, parfois perdu dans ses pensées. Souvent, elle le surprenait à l'observer quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Un matin, alors qu'elle vérifiait ses constantes, il saisit doucement son poignet. « Ce médaillon que vous portez, puis-je le voir ?» Surprise, Chloé hésita avant de sortir le pendentif doré qu'elle gardait habituellement sous sa blouse. Les doigts tremblants d'Hugo l'effleurèrent avec révérence. « Il est magnifique, un héritage de famille. En quelque sorte, ma mère m'a dit qu'il était avec moi quand elle m'a adoptée. C'est tout ce que j'ai de ma famille biologique. » Quelque chose s'assombrit dans le regard du vieil homme. « Vous êtes adopté. » »« Oui. Mes parents m'ont recueilli quand j'étais bébé. Ils ne m'ont jamais caché la vérité, mais n'ont pas pu me dire d'où je venais exactement. » Il relâcha doucement le médaillon. « Parfois, mademoiselle Bernard, nos origines nous rattrapent de la façon la plus inattendue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, entrant. » Chloé ne pouvait s'empêcher de repenser à la conversation étrange. Pourquoi Hugo s'intéressait-il tant à ses origines ? Et que signifiaient ces discussions mystérieuses entre Élise et le déheur, le moine, dans son petit appartement ? Elle trouva sa mère assise devant des factures éparpillées sur la table. Malgré la fatigue évidente, Marianne Bernard sourit en voyant sa fille. « Comment va ton milliardaire aujourd'hui ?»« Maman, ce n'est pas mon milliardaire », soupira Chloé en embrassant sa mère. « Mais il est étrange, parfois. J'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose, puis il se ravise. » Marianne toussa violemment. Une quinte qui semblait s'aggraver de jour en jour. Chloé fronça les sourcils en remarquant les médicaments non pris sur la table. « Tu n'as pas suivi ton traitement aujourd'hui. J'attendais la semaine prochaine. » Marianne baissa les yeux. « Ton dernier virement n'est pas encore arrivé, et avec ses factures... » Chloé sentit son cœur se serrer. Même avec son salaire amélioré grâce à sa mission chez les Marchands, les traitements de sa mère engloutissaient une grande partie de leurs ressources. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit-elle en serrant la main rugueuse de sa mère. « Je m'en occupe demain. » Plus tard, allongée dans son lit, Chloé fixa le plafond écaillé. Les mondes qu'elle traversait chaque jour, de ce petit appartement aux problèmes bien réels à la résidence luxueuse des Marchands, semblaient appartenir à des univers parallèles. Et pourtant, une étrange connexion semblait se tisser, comme si un fil invisible la reliait à cette famille puissante. Elle effleura son médaillon, ce petit morceau de mystère qui l'accompagnait depuis toujours. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda qui étaient vraiment ses parents biologiques.
Et pourquoi il l'avait abandonnée? Elle ne pouvait pas savoir que dans une chambre luxueuse à l'autre bout de Paris, Hugo Marchand contemplait une vieille photo de famille en pleurant doucement, murmurant un nom que personne n'avait prononcé dans cette maison depuis des années. « Lucas, mon fils, si tu savais », la tempête grondait à l'extérieur, martelant les immenses fenêtres de la résidence Marchand. À l'intérieur, Chloé effectuait sa ronde nocturne dans la chambre d'Hugo. L'état du vieil homme s'était légèrement amélioré ces derniers jours. Un petit miracle pour lequel elle remerciait silencieusement ses années d'expérience et l'excellence du traitement qu'elle avait méticuleusement ajusté. « Vous devriez rentrer chez vous. »« Mademoiselle Bernard ?» murmura Hugo, surprenant Chloé qui le croyait endormi. « Cette tempête ne fera qu'empirer. Je préfère rester encore un peu. Vos constantes sont bonnes, mais j'aimerais m'assurer que je passe la nuit. » Il sourit faiblement. « Ne vous inquiétez pas. J'ai survécu à bien pire qu'une arythmie. » Elle vérifia une dernière fois la perfusion qui délivrait régulièrement le médicament vital à son patient. Tout semblait en ordre. « Mademoiselle Bernard », appela doucement Hugo alors qu'elle s'apprêtait à quitter la chambre. « Demain, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses pour vous. » L'intensité de son regard troubla Chloé. « Bien sûr, hein. Monsieur Marchand, demain matin, à la première heure, en traversant le couloir faiblement éclairé, Chloé ne remarqua pas immédiatement la silhouette qui se tenait dans l'ombre. Ce n'est qu'en sentant un parfum coûteux qu'elle sursauta. « Vous travaillez bien tard, mademoiselle Bernard. » Élise se tenait là. Un verre de cognac à la main, son tailleur impeccable contrastait étrangement avec l'heure tardive. Monsieur Marchand a eu quelques fluctuations dans ses constantes aujourd'hui, rien de grave, mais je préférais rester vigilante, expliqua Chloé, mal à l'aise sous le regard scrutateur de la belle-fille du patriarche. Quelle dévotion! Mon beau-père a de la chance de vous avoir. Le ton doucereux d'Élise ne masquait pas entièrement son hostilité. Une infirmière si compétente, sortie de nulle part, qui gagne si vite la confiance d'un homme connu pour sa méfiance légendaire. Je fais simplement mon travail. Madame, bien sûr. Élise s'approcha, envahissant délibérément l'espace personnel de Chloé. Et ce médaillon que vous portez toujours, un héritage familial, m'a-t-on dit. Chloé porta instinctivement la main à son cou. Comment savez-vous? Les domestiques parlent. Hugo parle aussi, parfois plus qu'il ne le devrait. Élise sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bonne nuit, mademoiselle Bernard. Faites attention sur la route. Les accidents arrivent si vite. Cette dernière phrase résonna comme une menace à peine voilée, tandis que Chloé quittait la résidence, troublée par cette rencontre. Le lendemain matin, Chloé arriva plus tôt que d'habitude. Impatiente de découvrir ce qu'Hugo voulait lui révéler, mais en entrant dans l'aile médicale, elle fut accueillie par une agitation inhabituelle, des infirmiers qu'elle n'avait jamais vus courir d'une pièce à l'autre, et une voix familière hurlait des ordres. « Où étiez-vous » L'odeur Lemoine fondit sur elle dès qu'il l'aperçut, son visage déformé par la colère. « Et était-ce de la peur? Que se passe-t-il » demanda Chloé, son estomac se nouant d'appréhension. « Ce qui se passe, votre patient est en arrêt cardiaque, une réaction à son traitement que vous avez administré. » Le monde sembla s'effondrer autour de Chloé. Elle se précipita vers la chambre d'Hugo, mais 2 agents de sécurité lui barrèrent le chemin. « Laissez-moi passer. Je dois voir. Vous ne touchez plus à rien ici, » siffla le moine. Les analyses préliminaires montrent un surdosage massif dans sa perfusion, la perfusion que vous avez préparée hier soir. C'est impossible. J'ai suivi le protocole à la lettre, comme toujours. Derrière le moine apparut Élise, le visage ravagé par des larmes qui semblaient trop théâtrales pour être sincères. « Comment avez-vous pu ?» Sa voix se brisa dans un sanglot parfaitement modulé. « Nous vous avons fait confiance. Je n'ai rien fait de mal, » protesta Chloé, la panique montant en elle. « Vous devez me croire, je n'aurais jamais. J'ai vérifié moi-même les doses ce matin, » coupa le moine. « Elles étaient 3 fois supérieures à la prescription. Votre signature est sur le registre des médicaments. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est impossible. Quelqu'un a dû falsifier. Des accusations maintenant. » La voix d'Élise monta d'un octave. « Après avoir presque tué mon beau-père. »« Comment va-t-il » demanda désespérément Chloé, ignorant les accusations. « Stable pour l'instant, » répondit froidement le moine. « Mais dans le coma, nous ignorons s'il se réveillera un jour. » Un coma? Les mots frappèrent Chloé comme une gifle,
Hier encore, Hugo voulait lui parler de quelque chose d'important, et maintenant, votre badge, s'il vous plaît, exigea le moine en tendant la main. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le fais. Vous êtes suspendu, en attendant une enquête complète. J'ai déjà contacté l'ordre des infirmiers, et une plainte sera déposée aujourd'hui pour négligence grave, voire tentative d'homicide par imprudence. C'est ridicule. Je n'ai jamais... Escortez-la dehors, ordonna le moine aux agents de sécurité. Chloé sentit des mains fermes se refermer sur ses bras. En traversant le hall, elle croisa les regards des domestiques, certains surpris, d'autres accusateurs, et quelques-uns, comme la vieille femme de chambre, empreints d'une pitié silencieuse. « Je reviendrai », cria-t-elle alors qu'on la poussait vers la sortie. « Je prouverai mon innocence. » À travers la vitre du taxi qui la ramenait chez elle sous une pluie battante, Paris semblait soudain hostile. Étrangère, comment sa vie avait-elle pu basculer si vite? Les jours qui suivirent se transformèrent en cauchemars. L'affaire avait fuité dans la presse. Infirmière négligente plonge le milliardaire Hugo Marchand dans le coma. Son nom et sa photo s'étalaient dans tous les journaux, accompagnés de détails sordides et souvent inventés sur sa prétendue incompétence. Un matin particulièrement sombre, Chloé se présenta à l'hôpital Saint-Raphaël pour récupérer ses affaires. Dans les couloirs, ses anciens collègues l'évitaient comme une pestiférée. « Chloé !» Elle se retourna pour voir Claire Girard, son ancienne mentor, qui l'observait avec un mélange de déception et d'incrédulité. « Claire, tu dois me croire, je n'ai pas... J'ai vu les analyses, Chloé. Le surdosage est incontestable. Quelqu'un a modifié cette perfusion après mon départ. Le moine et Élise Moreau, ils complotent quelque chose. » Claire secoua la tête. « Écoute-toi, des conspirations impliquant le directeur de l'hôpital. C'est de la paranoïa. Claire, s'il te plaît. » La voix de Chloé se brisa. L'infirmière-chef hésita, puis baissa la voix. « Je ne peux rien faire pour toi officiellement. Le conseil d'administration veut un exemple. Et les marchands exercent une pression énorme. Mais... » Elle glissa discrètement une carte dans la main de Chloé. « Si tu dis vrai, tu auras besoin d'aide. » Sur la carte, un simple nom. Maître Dubois, avocat. En quittant l'hôpital pour ce qui semblait être la dernière fois, Chloé ne remarqua pas la caméra de sécurité au-dessus de l'entrée. Si elle l'avait fait, aurait-elle deviné que les enregistrements de cette même caméra pour la nuit fatidique avaient mystérieusement disparu? Un mois plus tard, Chloé était assise dans son petit appartement, les rideaux tirés. Autour d'elle s'empilaient des lettres de refus de tous les hôpitaux de Paris et de la région. Sa licence professionnelle était suspendue en attendant l'audience disciplinaire, et les économies qu'elle avait mises de côté fondaient à vue d'œil. À côté d'elle, sa mère toussait violemment, une toux qui semblait s'aggraver sans les médicaments qu'il ne pouvait trop plus se permettre. « Ce n'est rien, ma chérie », murmura Marianne en voyant le regard inquiet de sa fille. « Ça passera. »« Rien ne passe, maman », répondit Chloé, la voix brisée par des semaines de désespoir. « Ils m'ont tout pris, ma carrière, ma réputation, tout. » Elle fixait la petite table où s'étalait son dernier projet, des broderies qu'elle avait commencé à confectionner pour les vendre au marché local, de la médecine cardiaque à la couture. La chute était vertigineuse. La sonnette retentit. Surprenant les deux femmes, les visiteurs étaient rares désormais. La disgrâce sociale avait suivi la disgrâce professionnelle. Chloé ouvrit prudemment pour découvrir un homme en costume sombre qui lui tendit une enveloppe. Mademoiselle Bernard, convocation du Conseil de l'Ordre des infirmiers. L'audience aura lieu dans 3 semaines. La porte à peine refermée, Chloé s'effondra contre le mur, serrant l'enveloppe qui contenait peut-être la fin définitive de tout ce pourquoi elle avait travaillé. « Dieu nous protège », murmura sa mère en faisant un signe de croix. Mais Chloé doutait que même Dieu puisse l'aider face à la machine implacable que les marchands avaient mise en marche contre elle. Le marché des Batignolles s'animait sous un soleil hésitant de mars. Entre les étals colorés de fruits et légumes, Chloé avait installé sa petite table pliante couverte d'un drap blanc élimé. Dessus, soigneusement disposées, ses broderies et quelques écharpes tricotées formaient un îlot de couleurs dans sa vie devenue monochrome. « C'est combien, le petit napperon avec les roses ?» demanda une dame âgée en examinant le travail minutieux. « 15 €, madame », répondit Chloé avec un sourire forcé. La cliente plissa les yeux. « C'est cher, je vous en donne 10. 3 mois plus tôt. »
Chloé aurait peut-être négocié. Aujourd'hui, elle acquiesça simplement, reconnaissante pour cette petite transaction qui mettrait au moins du pain sur leur table ce soir. En glissant les pièces dans sa pochette usée, elle remarqua le journal que tenait un client à l'étal voisin, en première page, une photo d'Élise Moreau sortant de l'hôpital, le visage composé dans une expression de chagrin digne. Le titre annonçait « L'état d'Hugo Marchand toujours critique. La famille demande justice ». Chloé détourna le regard, la nausée lui montant à la gorge. La justice, qu'il réclamait, signifiait sa condamnation pour une faute qu'elle n'avait pas commise. « Hé, mais c'est toi sur la photo en bas !» s'exclama soudain la marchande de fromage d'à côté. « C'est toi l'infirmière qui a… » « Ce n'est pas moi !» coupa sèchement Chloé, commençant à ranger précipitamment ses créations. Mais le mal était fait. Les regards curieux ou accusateurs se tournaient déjà vers elle. Les murmures se propageant comme une traînée de poudre. C'est elle, la fille qui a failli tuer le vieux marchand. Comment ose-t-elle se montrer? Le retour à l'appartement fut aussi rapide que douloureux. Chloé monta les 4 étages, son sac de broderie pesant sur son épaule comme un fardeau symbolique de sa déchéance. « C'est toi, ma chérie. » La voix affaiblie de Marianne l'accueillit depuis la petite chambre qu'elles partageaient désormais, ayant dû sous-louer la seconde pour joindre les 2 bouts. « Oui, maman. » Chloé posa son sac et s'approcha du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux, bien mieux. » mentit Marianne avant d'être secouée par une violente quinte de toux. Chloé posa instinctivement une main sur le front de sa mère. Brûlant, la toux s'était transformée en pneumonie, faute d'antibiotiques qu'elle ne pouvait plus se permettre. La couverture sociale de Marianne avait été réduite depuis que Chloé avait perdu son emploi et les médicaments spécialisés dépassaient largement leur budget. « Madame Leclerc m'a dit que son petit-fils a une fièvre qui ne tombe pas », murmura Marianne entre 2 respirations sifflantes. « Tu devrais aller le voir. »« Maman, je ne peux pas. Je n'ai plus le droit d'exercer. Tu le sais bien. Tu es une soignante, ma fille, avec ou sans papier. » Chloé soupira. Déchirée entre son éthique professionnelle et la réalité légale, depuis quelques semaines, elle avait commencé à prodiguer discrètement des soins basiques aux voisins de l'immeuble, vérifier une tension, nettoyer une plaie, conseiller sur des traitements simples, c'était peu, comparé à sa carrière en cardiologie, mais c'était tout ce qui lui restait de sa vocation. Le soir venu, elle frappa doucement à la porte des Leclerc, au 2e étage. La famille vivait là depuis des générations, et Madame Leclerc l'avait vue grandir. « Ah, Chloé, entre vite. » La vieille dame l'attira à l'intérieur. Théo est dans la chambre. Sa fièvre est montée à 39,5 degrés. Le petit garçon de 8 ans gisait dans son lit, les joues rouges et le front moite. En voyant Chloé, il esquissa un faible sourire. « Tu vas me faire une piqûre. »« Pas aujourd'hui, champion. » Elle s'assit au bord du lit, sortant de son sac un stéthoscope, le seul outil qu'elle avait pu sauver de sa vie d'avant. « Je vais juste t'écouter un peu. » L'examen confirma ses soupçons. Une infection des voies respiratoires, probablement virale, rien de grave si on la traitait correctement, mais potentiellement dangereux si négligé. « Il lui faut des antipyrétiques et beaucoup d'hydratation, » expliqua-t-elle à Madame Leclerc. « J'ai quelques comprimés que je peux vous donner, mais il faudra consulter un médecin demain si la fièvre persiste. »« On ne peut pas se permettre le médecin, » murmura la grand-mère, « depuis que mon fils a perdu son emploi. » Chloé hocha la tête, comprenant trop bien cette précarité. « Je repasserai demain, en sortant de l'appartement des Leclerc. » Elle croisa Monsieur Benali, le gardien de l'immeuble, qui l'observait avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Tu joues avec le feu, petite, » dit-il doucement. « Si quelqu'un te dénonce, qui le ferait? Nous sommes tous dans le même bateau ici. Les marchands ont des yeux partout. Et depuis ton histoire dans les journaux, » Chloé soupira. « Que puis-je faire d'autre, Monsieur Benali? Les laisser souffrir quand je peux aider. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Tu es comme ton père, têtu comme une mule, mais le cœur sur la main. » Cette comparaison avec son père adoptif, décédé 3 ans plus tôt, réchauffa momentanément le cœur de Chloé. Michel Bernard avait été un homme de principe, travailleur acharné qui n'avait jamais plié face à l'adversité. De retour dans son appartement, Chloé trouva sa mère endormie, sa respiration toujours laborieuse, sur la table de la cuisine. Elle étala les quelques pièces gagnées au marché, pas même assez pour les courses de la semaine. À côté gisait la convocation pour l'audience disciplinaire.
Désormais à peine une semaine, Maître Dubois, l'avocat recommandé par Claire, avait accepté de la représenter à tarif réduit, touché par son histoire, mais même lui admettait que les preuves contre elle semblaient accablantes. « Votre seul espoir », avait-il dit lors de leur dernière rencontre, serait de prouver que quelqu'un a modifié cette perfusion après votre départ, mais sans les enregistrements de sécurité. Assise dans la pénombre de la cuisine, Chloé sortit son médaillon et le fit tourner entre ses doigts. Cet objet, seul lien avec un passé inconnu, lui avait toujours procuré un étrange réconfort. Aujourd'hui, il semblait lui rappeler cruellement que, parfois, les origines restaient des mystères insolubles, tout comme certaines injustices. Son téléphone vibra. Un message de Claire. « Courage pour demain, je pense à toi. » Demain, un mot qui avait perdu son sens d'espoir. Demain signifiait simplement un autre jour de lutte, un autre jour à tenter de maintenir sa mère en vie, à vendre des broderies à des étrangers indifférents, à soigner clandestinement des voisins qui ne pouvaient se permettre de vrais soins. Cette nuit-là, le cauchemar revint, toujours le même. Hugo Marchand la regardant avec cette étrange intensité, comme s'il voulait lui dire quelque chose d'essentiel. Puis soudain, son visage se transformant en masque de douleur, tandis qu'Élise riait en arrière-plan, tenant dans sa main une seringue débordant de liquide transparent, Chloé se réveilla en sursaut, le cœur battant, le médaillon serré dans son poing comme un talisman contre l'obscurité. À travers la fenêtre sans rideau, les lumières de Paris scintillaient, indifférentes à sa petite tragédie personnelle. À l'autre bout de la ville, dans la somptueuse résidence Marchand plongée dans un silence respectueux, un moniteur cardiaque émettait son bip régulier à côté du lit médicalisé où reposait Hugo. Dans son bureau fermé à clé, une photo jaunie par le temps représentait un jeune homme souriant, son bras autour d'une jolie domestique aux yeux verts, des yeux identiques à ceux de Chloé, et dans un aéroport de Berlin, un homme grand aux traits marqués par la fatigue récupérait sa valise sur le tapis roulant. Ignorant encore que son retour à Paris allait bouleverser bien plus que la routine familiale des Marchands, la pluie tombait en rideaux opaques sur la banlieue est de Paris ce matin-là. Chloé contemplait les gouttes glissant sur la vitre écaillée, son front appuyé contre le verre froid. L'audience disciplinaire avait été reportée. Encore une manœuvre des Marchands pour prolonger son supplice, supposait-elle. Mademoiselle Bernard, la voix de Monsieur Ben Ali résonna dans l'interphone grésillant. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. » Chloé fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Qui est-ce ? Un homme, très élégant, dans une voiture qui coûte plus cher que tout l'immeuble. Son cœur se serra. Un huissier, un avocat des Marchands. « Dites-lui que je ne suis pas là. Trop tard, il monte déjà. Il a dit que c'était important. » Chloé jeta un regard paniqué autour d'elle. L'appartement était dans un état lamentable. Linge étendu entre deux chaises, médicaments éparpillés, restes du maigre déjeuner encore sur la table. Sa mère dormait dans la chambre voisine, sa respiration sifflante traversant la fine cloison. Les coups à la porte retentirent avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit. Résignée, elle ouvrit, prête à affronter un autre coup du sort. L'homme qui se tenait dans le couloir mal éclairé la dévisageait avec une intensité déconcertante. Grand, la quarantaine élégante, des traits qui évoquaient vaguement ceux d'Hugo Marchand mais adoucis, plus accessibles. Il portait un costume sombre visiblement coûteux, et l'imperméable qu'il tenait à la main goûtait sur le palier. Mademoiselle Bernard. Sa voix était grave, posée, avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude qu'on les écoute. Si vous venez pour m'intimider davantage ou me remettre un nouveau document juridique, sachez que je suis Lucas Marchand. Le nom la figea sur place. L'aîné d'Hugo, le chirurgien cardiaque, l'héritier. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, soudain consciente de sa propre apparence. Jean usé, t-shirt déformé, cheveux négligemment attachés. « J'aimerais vous parler. » Puis-je entrer ? Une partie d'elle voulait claquer la porte, lui hurler que sa famille avait suffisamment détruit sa vie, mais une curiosité irrépressible la poussa à s'écarter pour le laisser passer. Lucas Marchand entra dans le petit appartement, son regard parcourant l'espace sans jugement apparent. Ce n'était pas le dédain auquel elle s'attendait, mais plutôt une observation attentive, presque clinique. « Je vous offrirai bien un café, mais nous en sommes à rationner, » dit-elle avec une amertume mal dissimulée. Il ne releva pas le sarcasme, sortant plutôt une enveloppe de l'intérieur de sa veste.
Mon père m'a remis ceci avant l'incident. Chloé fixa l'enveloppe avec méfiance. Votre père était dans le coma quand vous êtes revenu d'Allemagne. C'est ce que les journaux ont dit. Pas immédiatement. Il y a eu une brève période de lucidité avant qu'il ne l'induise en coma artificiel. C'est durant ce moment qu'il m'a donné ceci, avec des instructions très spécifiques. Il tendit l'enveloppe. Chloé hésita avant de la prendre. Pourquoi me la donner maintenant, 3 mois après les faits? Je viens seulement de rentrer. J'étais à Berlin pour une série de conférences, puis en Suisse pour une recherche collaborative. Je n'ai appris ce qui s'était passé qu'il y a 2 semaines. Un accès de toux violent retentit depuis la chambre voisine. Lucas tourna la tête, son instinct médical visiblement en alerte. Ma mère, expliqua brièvement Chloé, pneumonie chronique exacerbée par le stress, sans demander la permission. Lucas se dirigea vers la chambre. Chloé le suivit, prête à protester, mais s'arrêta en voyant la douceur avec laquelle il s'approcha du lit. « Madame, je suis médecin. Puis-je vous ausculter ?» Marianne, trop faible pour s'opposer, hocha faiblement la tête, avec des gestes experts. Lucas l'examina, son expression devenant plus grave à mesure qu'il écoutait ses poumons. « Elle a besoin d'antibiotiques puissants et probablement d'une assistance respiratoire, » déclara-t-il en se tournant vers Chloé. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ? Des semaines ? Nous ne pouvons plus nous permettre les médicaments spécialisés. Et aucun hôpital ne... Je vais arranger ça. » Il sortit son téléphone et passa plusieurs appels, parlant avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être obéi instantanément. Chloé l'observait, déchirée entre méfiance et gratitude. « Pourquoi faites-vous ça ?» Lucas rangea son téléphone. « Une ambulance privée sera là dans 20 minutes. J'ai réservé une chambre à la clinique Saint-Joseph. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ouvrez l'enveloppe, mademoiselle Bernard. » Ses doigts tremblants déchirèrent le papier épais. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé USB. L'écriture tremblotante était celle d'Hugo Marchand. « Ma chère Chloé », commençait la lettre. Les mots qui suivaient firent vaciller le monde sous ses pieds. Après toutes ces années de recherche, le médaillon que vous portez appartenait à mon fils cadet, Lucas, donné à Juliette Perrin, la femme qu'il aimait. Enceinte quand ma défunte épouse l'a chassé, l'enfant adopté par les Bernard, les tests ADN confirmant mes soupçons, vous êtes la fille de mon fils, ma petite fille. Chloé releva les yeux, incrédule. C'est absurde. C'est une plaisanterie cruelle. Ce n'est pas une plaisanterie. Le visage de Lucas était grave. Mon père a commencé cette enquête il y a plus d'1 an. Quand il a remarqué votre médaillon lors d'une visite à l'hôpital Saint-Raphaël, c'était un cadeau que mon frère avait fait à son amoureuse, une jeune domestique de notre maison, un exemplaire unique, créé spécialement pour elle. Votre frère, mon frère cadet, également prénommé Lucas, mort dans un accident de voiture il y a 32 ans, alors qu'il cherchait désespérément Juliette, disparue du jour au lendemain, Chloé porta la main à son médaillon. Ce talisman qui l'avait accompagné toute sa vie, soudain lourd de signification nouvelle. Vous croyez vraiment que je suis la fille de mon frère? Oui. La clé USB contient tous les documents de l'enquête privée. Photos de Juliette et mon frère. Résultats des tests ADN. Témoignages d'anciens employés. Mon père était méticuleux. L'ambulance arriva, interrompant cette conversation surréaliste. Les ambulanciers entrèrent avec efficacité, préparant Marianne pour le transport. Chloé les suivit machinalement, l'esprit toujours embrumé par ces révélations. « Venez avec moi », dit Lucas en ouvrant la portière de sa voiture de luxe, une fois Marianne installée dans l'ambulance. Nous avons beaucoup à discuter. Le trajet vers la clinique se déroula dans un silence lourd. Chloé fixait le paysage pluvieux, incapable d'assimiler complètement ce qu'elle venait d'apprendre. Elle, la petite fille d'Hugo Marchand, l'héritière potentielle de cette fortune colossale, c'était trop absurde, trop romanesque pour être vrai. Et pourtant, pourquoi maintenant ? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi votre père n'a-t-il rien dit avant l'accident ? Lucas soupira. Il prévoyait de vous reconnaître officiellement après son 80e anniversaire. Dans quelques mois, il voulait d'abord mettre à jour son testament, s'assurer que tout serait légalement inattaquable. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Il lui jeta un regard indéchiffrable. Honnêtement, au début, j'ai cru à une manipulation de votre part, une infirmière opportuniste qui aurait découvert sa parenté avec les marchands et tenté d'en profiter. C'est pourquoi je suis venue vous voir personnellement. Et maintenant,
Je vois une femme qui vend des broderies au marché pour survivre, qui soigne clandestinement ses voisins malgré les risques, qui se prive pour acheter les médicaments de sa mère adoptive. Il sourit légèrement. Pas exactement le profil d'une arriviste calculatrice. Ils arrivaient à la clinique Saint-Joseph, un établissement privé d'excellence où Marianne fut immédiatement prise en charge. Dans la salle d'attente luxueuse, Lucas se tourna vers Chloé, son expression devenue grave. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Mon père soupçonnait que son accident médical n'en était pas un. Je le sais, je n'ai jamais fait d'erreur avec sa perfusion. Ce n'est pas tout. » Lucas baissa la voix. Il soupçonnait également que la mort de mon frère n'était peut-être pas accidentelle. Le sang de Chloé se glaça. « Vous suggérez que... » « Je ne suggère rien encore, mais si vous êtes vraiment qui mon père pensait que vous êtes, alors votre existence menace directement les intérêts de certaines personnes, notamment ceux de mon neveu, actuellement seul héritier mâle des marchands, le fils d'Élise. » Lucas hocha gravement la tête. « Nous devons être très prudents, mademoiselle Bernard, très prudents et très discrets, jusqu'à ce que nous sachions exactement ce qui s'est passé cette nuit-là dans la chambre de mon père. » La clinique Saint-Joseph disposait d'une petite salle de conférence que Lucas avait réquisitionnée. Chloé y avait passé les 2 dernières heures, la clé USB branchée sur l'ordinateur portable que le médecin lui avait prêté, plongeant dans un passé dont elle ignorait tout jusqu'à aujourd'hui. « Votre mère est stable », annonça Lucas en entrant dans la pièce. « Les antibiotiques commencent à faire effet. Elle pourra recevoir des visites demain. »« Merci », murmura Chloé, les yeux rivés sur l'écran où s'affichait une photo en noir et blanc. Lucas s'approcha pour regarder par-dessus son épaule. La photo montrait un jeune homme souriant, son frère cadet, assis sur un banc de jardin, une jolie jeune femme blottie contre lui. « Juliette Perrin », dit doucement Lucas. « La ressemblance est frappante. » Chloé effleura l'écran, comme pour toucher ce visage qui lui avait légué ses yeux, son menton, la courbe de ses sourcils. Cette femme dont elle n'avait jamais entendu parler était sa mère biologique. Que lui est-il arrivé? Après qu'elle m'ait laissé, Lucas s'assit en face d'elle. Selon l'enquête de mon père, elle est décédée peu après votre naissance. Une hémorragie postpartum mal soignée. Elle était seule, sans ressources, probablement terrifiée, à cause de votre mère qui l'avait chassée. Oui, la honte était palpable dans sa voix. Geneviève Marchand était, une femme de son époque, l'honneur familial passait avant tout. Un marchand épousant une domestique était impensable pour elle. Chloé ouvrit un autre dossier contenant des lettres scannées, une correspondance entre Geneviève Marchand et un certain François Bernard. « Mon père adoptif », murmura-t-elle. Mais il s'appelait Michel. François était son frère aîné. C'est lui qui a initialement accepté l'argent pour vous prendre. Mais il est mort subitement avant votre arrivée. Michel et Marianne ont honoré l'engagement, peut-être sans connaître tous les détails de l'arrangement. Les lettres révélaient des versements mensuels substantiels pendant les premières années de sa vie. Puis des sommes plus modestes mais régulières par la suite. Un achat de silence qui avait duré des décennies. Ils m'ont donc acheté. La nausée lui montait à la gorge. Ils vous ont sauvé, corrigea doucement Lucas. Sans eux, vous auriez été placé en orphelinat. Ma mère était déterminée à effacer toute trace de ce qu'elle considérait comme la faute de mon frère. Chloé passa au rapport du détective privé qu'Hugo avait engagé. Les photos la montraient à différentes étapes de sa vie. Enfant dans la cour d'école, adolescente recevant un prix, jeune femme en blouse blanche devant l'hôpital Saint-Raphaël. Hugo l'avait fait surveiller pendant des années. Pourquoi n'a-t-il jamais cherché à me rencontrer plus tôt? Je pense qu'il ne savait pas que vous existiez. Pas avant de voir votre médaillon. Lucas désigna le pendentif à son cou. Ce jour-là, lors d'une visite à l'hôpital, vous soigniez un de ses amis. Il a aperçu ce médaillon et a commencé à se poser des questions. Chloé ferma les yeux, submergée par ces révélations. Et votre frère, mon père, que savez-vous de lui? Lucas eut un sourire mélancolique. Lucas était mon cadet de 5 ans, le rebelle de la famille, brillant mais impétueux, généreux mais têtu. Il étudiait la médecine, comme moi, mais voulait partir en mission humanitaire dès son diplôme obtenu. C'est là que nos chemins divergeaient. J'aspirais à la reconnaissance académique. Lui voulait sauver le monde. Comment a-t-il rencontré Juliette? Elle travaillait chez nous depuis quelques mois. Une fille discrète, intelligente. Je ne sais pas exactement quand leur relation a commencé, mais Lucas avait changé.
plus heureux, plus serein. Puis un jour, Juliette a disparu. Lucas était fou d'inquiétude. Sa voix se brisa légèrement. La dernière fois que je l'ai vu, il partait à sa recherche. Cette nuit-là, sa voiture a quitté la route dans un virage. On a toujours pensé que c'était la fatigue, le désespoir peut-être. Mais votre père soupçonnait autre chose. Lucas hocha gravement la tête. Ces dernières années, il avait commencé à douter. La voiture n'a jamais été correctement examinée, le rapport de police était étrangement succinct, et surtout, certains détails ne concordaient pas avec ce que nous savions des habitudes de conduite de mon frère. Chloé referma l'ordinateur. Incapable d'absorber davantage d'informations, tout ceci est tellement surréaliste. Hier encore, j'étais une infirmière disgraciée vendant des broderies au marché, et aujourd'hui, vous êtes toujours cette même personne, avec simplement des informations nouvelles sur vos origines, dit Lucas avec douceur. Elle le regarda, cherchant à déceler une ressemblance avec cet homme qui était techniquement son oncle. Pourquoi m'aidez-vous ? Je pourrais représenter une menace pour votre héritage. Je suis chirurgien, mademoiselle Bernard. J'ai ma propre carrière, ma propre fortune. L'empire de mon père ne m'a jamais particulièrement intéressé. Il marqua une pause. Et puis, j'ai toujours regretté de n'avoir pas plus soutenu mon frère face à nos parents. Peut-être est-ce une forme de rédemption tardive. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu par le bip du téléphone de Lucas. « C'est ma nièce, la fille d'Élise », dit-il en lisant le message. « Elle s'inquiète de me voir absent si longtemps. Élise. » Le nom raviva la colère de Chloé. « C'est elle qui a saboté la perfusion de votre père, j'en suis certaine. Elle et le Duer, le moine. Je le soupçonne aussi, mais nous avons besoin de preuves. » Lucas se leva, décidé. Les caméras de sécurité de la chambre de mon père auraient dû tout enregistrer cette nuit-là. Le moine a prétendu qu'elles étaient en maintenance. Une coïncidence bien pratique. Son regard s'intensifia. Il nous faut un allié à l'intérieur de l'hôpital. Quelqu'un qui pourrait accéder au serveur de sécurité sans éveiller les soupçons. Claire Girard, répondit immédiatement Chloé. L'infirmière chef qui m'a formée, elle a toujours eu des doutes sur ma prétendue négligence. Lucas nota le nom. Je la contacterai demain. En attendant, vous devriez rester ici, à la clinique. C'est plus sûr. Plus sûr. Si Élise a tenté de tuer mon père pour empêcher qu'il vous reconnaisse, que pensez-vous qu'elle ferait si elle découvrait que vous êtes maintenant au courant de tout ? Ce soir-là, dans la petite chambre d'hôpital que Lucas avait arrangée pour elle, juste à côté de celle de sa mère, Chloé ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les visages de Juliette et de Lucas senior hantaient ses pensées. Ses parents biologiques qui s'étaient aimés, qu'il avait conçus et qui avaient été séparés par la cruauté des conventions sociales, peu avant l'aube. Épuisée mais toujours éveillée, elle se glissa dans la chambre de Marianne. Sa mère adoptive dormait paisiblement, sa respiration enfin régulière grâce au traitement. « Maman » murmura Chloé en s'asseyant près du lit. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» À sa grande surprise, Marianne ouvrit les yeux. « Parce que je voulais te protéger », répondit-elle d'une voix faible mais claire. « Tu savais. Pas tout, pas au début. » Marianne toussa légèrement. « Michel et moi pensions vraiment que tu étais la nièce orpheline de son frère François. Ce n'est que plus tard, quand François est mort et que les enveloppes d'argent ont continué d'arriver, que nous avons commencé à nous poser des questions. Pourquoi ne pas avoir cherché la vérité ? Nous avions peur, Chloé. » Une larme roula sur la joue ridée de Marianne. « Peur qu'on te reprenne, peur de perdre la seule chose merveilleuse qui nous était arrivée. Alors nous avons accepté l'argent et gardé le silence. » Chloé serra la main de sa mère. La gorge nouée, « Tu n'as rien à te reprocher, vous m'avez aimé, élevé, soutenu, vous êtes mes vrais parents. Mais maintenant, tu sais, et tu dois reprendre ce qui t'appartient. » Marianne désigna d'un geste faible la fenêtre, au-delà de laquelle s'étendait Paris. « Les marchands t'ont volé ton héritage. Il est temps qu'ils paient leurs dettes. » Dans les yeux fatigués de cette femme qui l'avait élevée, Chloé vit une détermination qu'elle ne lui connaissait pas, et elle comprit que la justice qu'elle recherchait ne concernait pas seulement sa carrière brisée, mais aussi 3 décennies d'une vie qui aurait pu être entièrement différente. La cafétéria de la clinique Saint-Joseph offrait une vue imprenable sur les jardins méticuleusement entretenus. Assise près de la fenêtre, Chloé fixait sa tasse de café intacte, perdue dans ses pensées. 3 jours s'étaient écoulés depuis les révélations bouleversantes de Lucas,
Mademoiselle Bernard, elle leva les yeux pour découvrir Claire Girard. Son ancienne mentor, debout devant elle, la femme d'une 50aine d'années semblait nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être observée. « Claire, vous êtes venue !» Chloé se leva pour l'accueillir. « Le déheur marchand a été très convaincant », répondit Claire en s'asseyant, bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi il s'intéresse tant à votre cas. « C'est compliqué. » Chloé hésita, incertaine de la quantité d'informations qu'elle pouvait partager en toute sécurité. « Votre mère se porte mieux, à ce que j'ai entendu, » dit Claire, changeant de sujet. « Le déheur ?» Marchand a ordonné le meilleur traitement possible. Oui, il a été... Chloé chercha le mot juste. Généreux. Claire l'observa attentivement. Étrange générosité de la part du frère de l'homme dont la famille a détruit votre carrière. Avant que Chloé ne puisse répondre, Lucas apparut, sa silhouette imposante attirant immédiatement les regards. Il s'assit à leur table, saluant Claire d'un hochement de tête courtois. « Merci d'être venue, Madame Girard. Ce que nous allons vous demander est risqué, mais potentiellement crucial pour prouver l'innocence de Mademoiselle Bernard. » Claire croisa les bras. « Je vous écoute. Nous pensons que les enregistrements des caméras de sécurité de la chambre de mon père existent toujours. Malgré les affirmations du déheur, le moine sur une prétendue maintenance, les enregistrements sont sauvegardés sur un serveur sécurisé, confirma Claire. Mais l'accès est strictement limité au personnel de sécurité et à la direction. Et au personnel technique qui maintient le système, compléta Lucas. Connaissez-vous quelqu'un dans ce service qui pourrait nous aider ? Claire réfléchit un instant. Jérôme Dubois, il s'occupe de l'informatique depuis 20 ans, il me doit quelques faveurs. Pourquoi nous aideriez-vous ? Demanda soudainement Chloé. Vous risquez votre poste ? Le visage de Claire s'assombrit. Parce que j'ai formé trop d'infirmières pour ne pas reconnaître l'excellence quand je la vois, et parce que depuis votre départ, le déheur, le moine et Madame Moreau sont devenus, plus proches que jamais, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Lucas se pencha en avant. Nous devons agir vite. Mon père est toujours dans le coma, mais son état est stable. Quand il se réveillera, s'il se réveille, il pourra témoigner de ce qui s'est réellement passé. Et s'il ne se réveille jamais, la question de Claire planait comme une ombre sur leur conversation. Alors les enregistrements sont notre seul espoir, répondit Lucas. Son regard croisant celui de Chloé avec une intensité qui la troubla, Claire sortit son téléphone. Je vais contacter Jérôme, mais nous devrons être extrêmement prudents. Si le moine soupçonne quoi que ce soit, il ne soupçonnera rien, assura Lucas. Officiellement, je reviens simplement pour m'occuper des affaires de mon père pendant son indisposition, après le départ de Claire. Chloé et Lucas marchèrent dans les jardins de la clinique, profitant de la douceur du printemps qui s'installait progressivement. « Vous ne lui avez pas dit pour ma filiation ?» remarqua Chloé. « Moins de personnes sont au courant. Plus vous êtes en sécurité, » répondit-il. « Si Élise et le moine ont tenté de tuer mon père pour empêcher votre reconnaissance, ils n'hésiteraient pas à s'en prendre directement à vous. » Chloé frissonna malgré la chaleur du soleil. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis une marchand. » Lucas sourit doucement. « Il y a pire comme nouvelle. Pas quand cette famille a détruit votre vie, pas toute la famille, » corrigea-t-il doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Chloé sentit une étrange chaleur l'envahir. Était-ce de la gratitude, de l'admiration, ou quelque chose de plus complexe qu'elle n'osait pas nommer ? « Vous devriez vous reposer, » dit Lucas, en rompant ce moment d'intimité inattendue. Demain pourrait être une journée décisive. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec un sentiment d'urgence. Dans la chambre voisine, sa mère dormait paisiblement, son état s'améliorant progressivement, son téléphone vibra. Un message de Lucas. RDV à 10h au café Le Bonaparte, près du boulevard Saint-Germain. Claire a des nouvelles. Le café était un de ces établissements typiquement parisiens. Suffisamment animé pour qu'une conversation passe inaperçue, Claire était déjà là, accompagnée d'un homme chauve d'une 60aine d'années, au regard vif derrière d'épaisses lunettes. « Jérôme Dubois », se présenta-t-il en serrant brièvement leurs mains. « Claire m'a expliqué votre situation. Avez-vous pu accéder aux enregistrements ?» demanda directement Lucas. Jérôme jeta un regard nerveux autour de lui avant de sortir une clé USB de sa poche. C'était plus facile que prévu. Les fichiers étaient toujours là,
mais classé comme corrompu dans le système. Corrompu, répéta Chloé, délibérément, sans aucun doute. Mais heureusement pour vous, la corruption était superficielle. J'ai pu récupérer les données. Lucas prit la clé USB, la faisant disparaître dans sa poche. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Ne me remerciez pas encore, prévint Jérôme. Le moine vérifie les journaux d'accès au système chaque semaine. Il saura que quelqu'un a consulté ces fichiers. Combien de temps avons-nous ? Demanda Claire. 3 jours, peut-être 4. Lucas hocha la tête, décidé. C'est suffisant. Si ces enregistrements montrent ce que nous pensons, nous aurons toutes les preuves nécessaires. Alors qu'ils se séparaient, Chloé retint Claire par le bras. Pourquoi prenez-vous de tels risques pour moi ? Le visage de l'infirmière-chef s'adoucit. Parce que j'ai toujours su que tu étais spéciale, Chloé. Dès ton premier jour à l'hôpital, tu ne soignais pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Ce genre de don est rare dans notre profession. Elle sourit tristement. Et puis, j'ai un vieux compte à régler avec Antoine Lemoine. Disons que son intérêt soudain pour Élise Moreau n'est pas sa première. Indiscrétion professionnelle. De retour à la clinique, Lucas et Chloé s'enfermèrent dans une petite salle de consultation pour visionner les enregistrements, la vidéo, en noir et blanc, mais d'une netteté parfaite, montrait la chambre d'Hugo la nuit de l'incident. Là, c'est moi qui vérifie une dernière fois sa perfusion avant de partir, murmura Chloé en se voyant à l'écran. Ils avancèrent la vidéo, observant la chambre vide pendant plusieurs minutes, puis la porte s'ouvrit doucement. « Élise » souffla Lucas, ses traits se durcissant. Elle n'était pas seule. Le déheur, le moine, la suivait, jetant des regards nerveux vers le couloir. Élise s'approcha de la perfusion, sortit une seringue de sa poche et injecta un liquide dans la poche de solution. « Mon Dieu !» murmura Chloé, portant la main à sa bouche. « Ils l'ont vraiment fait. » Le moine vérifia rapidement les constantes d'Hugo, puis fit un signe à Élise, avant de sortir. Elle se pencha vers le vieil homme endormi et murmura quelque chose que l'enregistrement ne pouvait capter. « Nous les tenons », dit Lucas, son visage reflétant un mélange de colère et de soulagement. « Avec ça, nous pouvons non seulement prouver votre innocence, mais aussi les faire inculper pour tentative de meurtre. » Chloé se laissa aller contre le dossier de sa chaise, épuisée par la tension émotionnelle. « Que faisons-nous maintenant ? Nous contactons la police et mon avocat. » Lucas s'arrêta, semblant hésiter. « Mais avant, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Quelque chose dans son ton alarma Chloé. « Quoi donc ? Depuis mon retour à Paris, j'ai fait surveiller Élise discrètement. Elle a engagé un détective privé. Pour me suivre. »« Non, pour enquêter sur vous. » Lucas la regarda gravement. « Je pense qu'elle a des soupçons concernant votre véritable identité, ce qui signifie que nous devons agir encore plus vite que prévu. » Chloé sentit la peur nouer son estomac. « Si elle découvre qui je suis vraiment, elle ne découvrira rien, » affirma Lucas, en posant une main rassurante sur la sienne. Ce contact, bref mais chaleureux, fit naître en Chloé une étrange sensation de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Faites-moi confiance, Chloé », murmura-t-il, utilisant pour la première fois son prénom. « Nous allons traverser cette épreuve ensemble, et quand tout sera terminé, vous reprendrez non seulement votre place à l'hôpital, mais aussi celle qui vous revient de droit dans la famille Marchand. » Dans ses yeux, Chloé vit une détermination qui fit écho à la sienne. Pour la première fois depuis la nuit fatidique où on l'avait accusée à tort, elle sentit renaître en elle quelque chose qu'elle croyait avoir perdu définitivement. L'espoir. La résidence Marchand était plongée dans un silence inhabituel ce matin-là. Lucas avait insisté pour que Chloé l'accompagne. Malgré ses réticences évidentes à remettre les pieds dans cette demeure qui avait été le théâtre de sa disgrâce. « Êtes-vous certain que c'est prudent ?» murmura-t-elle, tandis qu'ils traversèrent le grand hall. « Si Élise me voit ici, Élise est à un gala de charité jusqu'à ce soir. C'est notre chance de fouiller son bureau. » Le fait d'entrer ainsi, presque clandestinement, dans la maison familiale semblait mettre Lucas mal à l'aise. Lui qui avait toujours respecté les règles, se retrouvait maintenant du côté des conjurés. « Je n'aurais jamais cru revenir ici dans de telles circonstances, » admit Chloé en passant devant l'aile médicale où Hugo reposait toujours, surveillé par une équipe d'infirmiers privés. La vie nous réserve parfois d'étranges retournements. Le bureau d'Élise se trouvait au second étage, une pièce élégante aux murs tapissés de livres qu'elle n'avait probablement jamais ouverts. Lucas sortit un trousseau de clés. « Vous aviez prévu cette visite,
constata Chloé, surprise. Mon père m'a toujours dit de garder un double de chaque clé de cette maison. Il ouvrit la porte avec assurance. Nous avons 1 heure, pas plus. Le bureau était impeccablement rangé, reflétant la personnalité contrôlée d'Élise. Ils commencèrent à fouiller méthodiquement, Chloé s'occupant des tiroirs tandis que Lucas examinait l'ordinateur. « Rien d'intéressant ici », soupira Chloé après avoir parcouru plusieurs dossiers de correspondance mondaine. « Élise est trop intelligente pour laisser traîner des preuves compromettantes », répondit Lucas sans quitter l'écran des yeux. « Essayez derrière les tableaux. Les tableaux, une vieille habitude de la famille. Mon père cachait toujours des documents importants derrière le portrait de mon grand-père. » Chloé s'approcha d'un petit tableau représentant un paysage toscan. En le décrochant précautionneusement, elle découvrit un coffre-fort encastré dans le mur. « Bingo !» murmura-t-elle. « Mais il nous faudrait le code. » Lucas la rejoignit, observant le système de sécurité. Connaissant Élise, ce doit être une date importante pour elle. Son anniversaire, peut-être. Ou celui de son fils, suggéra Chloé. Après plusieurs tentatives infructueuses, Lucas soupira de frustration. Qu'est-ce qui pourrait être assez important pour la date de la mort de votre frère ? Proposa soudain Chloé. Lucas la regarda, interloqué. Pourquoi utiliserait-elle ça ? Si elle est impliquée dans sa mort comme votre père le soupçonnait, cette date marquerait son ascension. Le visage de Lucas s'assombrit, mais il composa la date. 15-04-92. Le coffre émit un bip sonore et s'ouvrit. « Mon Dieu !» murmura-t-il, pâlissant à vue d'œil. À l'intérieur se trouvait une mince pile de documents, dont un dossier médical marqué « Lucas Marchand Jr. » et une enveloppe contenant des photos anciennes, des rapports d'autopsie, expliqua Lucas en parcourant le dossier, mais différent de ceux que nous avons reçus officiellement. Celui-ci mentionne des traces de sabotage sur les freins de la voiture. Chloé, pendant ce temps, examinait les photos. Elle montrait Juliette, visiblement enceinte, dans ce qui semblait être une petite clinique rudimentaire. « Ma mère », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Mais pourquoi Élise garderait-elle ces photos ? Regarde qui est avec elle sur celle-ci », dit Lucas en désignant un coin de l'image. Chloé plissa les yeux. À l'arrière-plan, presque hors cadre, se tenait une jeune femme élégante qu'elle reconnut immédiatement. Élise, 20 ans plus jeune mais déjà avec ce regard calculateur. Elle la surveillait, comprit Chloé. Elle s'assurait que Juliette ne reviendrait jamais. Lucas continuait de fouiller le coffre quand il tomba sur un petit carnet relié de cuir. « Le journal de mon frère », souffla-t-il, ému. « Comment est-il arrivé ici ?» Il l'ouvrit avec révérence, parcourant les pages jaunies remplies d'une écriture nerveuse. Son visage se figea soudain en lisant une entrée particulière. « Qu'y a-t-il » demanda Chloé, alarmée par son expression. « Il savait » murmura Lucas. « Mon frère savait pour la grossesse de Juliette. Écoute, Juliette est enceinte de 4 mois. Mère l'a découvert et menace de la renvoyer. Peu importe. Nous partirons ensemble dès que j'aurai reçu l'argent de grand-père. Plus que 2 semaines à tenir. » « Il n'a jamais eu ces 2 semaines, murmura Chloé. « Non, l'accident a eu lieu 3 jours après cette entrée. » Lucas ferma doucement le journal. « Et ici, regarde ces relevés bancaires. » Les documents montraient des transferts importants depuis un compte offshore vers une société appelée Moreau Consulting. « C'est le nom de jeune fille d'Élise, » expliqua Lucas. « Ces versements ont commencé juste après la mort de mon frère et se sont poursuivis pendant des années. Qui les effectuait ? » « Ma mère, » répondit-il, le visage sombre. « La signature est la sienne. » Une pièce du puzzle se mettait en place. « Un paiement pour service rendu, » murmura Chloé. Ou pour acheter son silence. Leur découverte fut interrompue par le bruit distant d'une porte qui s'ouvrait à l'étage inférieur. Des voix résonnèrent dans le hall, dont celle, immédiatement reconnaissable, d'Élise. « Elle est revenue plus tôt, » chuchota Lucas, en rassemblant précipitamment les documents. « Nous devons partir. » Ils remirent tout en place, à l'exception des papiers les plus incriminants qu'ils emportèrent. Le tableau fut soigneusement raccroché, et ils se glissèrent silencieusement dans le couloir. « Par ici », murmura Lucas en l'entraînant vers un escalier de service. Ils descendirent en silence. Retenant leur souffle à chaque craquement, les voix se rapprochaient. Élise et le deudeur, le moine semblait avoir une conversation animée. « Ne comprends pas pourquoi il est revenu maintenant », disait Élise, la tension évidente dans sa voix.
Lucas ne s'est jamais soucié des affaires familiales auparavant. Peut-être soupçonne-t-il quelque chose, répondit le moine. Les marchands ont toujours eu un sixième sens pour les complots. Impossible. Nous avons été parfaitement discrets, et même s'il a des doutes, il n'a aucune preuve. Lucas et Chloé échangèrent un regard lourd de sens. Si seulement Élise savait ce qu'ils venaient de découvrir, ils parvinrent à quitter la maison par une porte dérobée donnant sur le jardin. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, à bonne distance de la résidence, qu'ils se permirent enfin de respirer normalement. « Nous avons suffisamment de preuves maintenant, » dit Lucas. « Non seulement pour votre innocence, mais aussi pour inculper Élise et le moine pour la tentative de meurtre sur mon père. Et pour la mort de votre frère ?» demanda doucement Chloé. Lucas serra les poings sur le volant. « C'est plus compliqué. Ces documents suggèrent une implication, mais ne prouvent pas définitivement qu'Élise a saboté la voiture. Néanmoins, la police devra rouvrir l'enquête. » Ils se rendirent directement chez Maître Dubois, l'avocat qui avait accepté de défendre Chloé. L'homme d'une 60aine d'années examina les documents avec une attention professionnelle, son expression passant de l'intérêt à la stupéfaction. « C'est extraordinaire, » dit-il finalement. « Avec les enregistrements vidéo et ces documents, nous avons un dossier extrêmement solide. Je peux déposer une demande d'annulation immédiate de la procédure disciplinaire contre vous. Mademoiselle Bernard, et pour Élise et le moine, demanda Lucas. Tentative de meurtre, falsification de preuves, diffamation. La liste est longue. Quant à l'affaire concernant votre frère, elle mérite certainement d'être réexaminée, bien que le délai de prescription puisse poser problème. » Alors qu'ils quittèrent le cabinet de l'avocat, Chloé remarqua que Lucas semblait préoccupé. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement. « Je pensais à mon neveu. Le fils d'Élise, il n'a que 17 ans, si sa mère est inculpée. » « C'est votre famille, » dit Chloé avec compréhension, malgré tout. Lucas la regarda avec une intensité troublante. « Vous aussi, vous êtes ma famille maintenant, Chloé, une famille que je viens juste de découvrir. » Ils retournèrent à la clinique où Marianne les attendait, son état s'améliorant de jour en jour. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle faiblement lorsqu'ils entrèrent dans sa chambre, de sous son oreiller. Elle sortit une petite boîte usée. « J'attendais le bon moment. Je suppose que c'est maintenant. » Chloé ouvrit la boîte avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance froissé, son véritable certificat, où figuraient les noms de Juliette Perrin et Lucas Marchand Jr., comme ses parents biologiques. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-elle, stupéfaite. « Quand Juliette est morte, la sage-femme qui l'avait assistée nous a contactés. Elle pensait que tu devrais avoir au moins ce document. Je l'ai caché toutes ces années. » Marianne toussa faiblement. « J'avais peur, mais je n'ai jamais pu me résoudre à le détruire. » Chloé serra sa mère adoptive dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci maman, merci d'avoir préservé cette part de mon histoire. » Lucas observait cette scène avec émotion, comprenant que le combat qu'il menait n'était pas seulement pour la justice ou l'héritage, mais pour honorer la mémoire de ceux qui avaient été injustement séparés. Son frère, Juliette, et l'enfant qui n'avait jamais eu la chance de les connaître. La salle de conférence de la résidence Marchand n'avait jamais semblé aussi intimidante à Chloé. Autour de la longue table en acajou étaient rassemblés les membres du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Raphaël. Convoqué en urgence pour statuer définitivement sur la révocation de sa licence médicale, « Courage !» murmura Lucas en pressant brièvement sa main sous la table. « Nous avons toutes les preuves nécessaires. » Au bout de la table, le déheur, le moine présidait la séance. Flanqué d'Élise dont le tailleur noir évoquait plus une victoire qu'un deuil, son regard croisa celui de Chloé, un regard froid, calculateur, mais où perçait désormais une pointe d'inquiétude face à cette infirmière qu'elle croyait avoir définitivement écrasée. « Mesdames et messieurs, » commença le moine, sa voix professorale résonnant dans la pièce, « nous sommes réunis aujourd'hui pour finaliser la procédure disciplinaire concernant mademoiselle Chloé Bernard, responsable par négligence de l'état critique de notre estimé bienfaiteur, Monsieur Hugo Marchand. Objection. » Intervint immédiatement Maître Dubois, l'avocat de Chloé. « Votre formulation présume déjà de la culpabilité de ma cliente, alors que nous sommes précisément ici pour déterminer sa responsabilité. » Le moine balaya l'interruption d'un geste agacé. Les faits sont établis par les analyses toxicologiques et les registres de médicaments signés par mademoiselle Bernard elle-même. « Ces analyses sont contestables, » rétorqua l'avocat.
et nous avons des preuves qui remettent en question l'ensemble de la procédure. » Un murmure parcourut l'assemblée. Élise se pencha vers le moine, lui murmurant quelque chose qui fit froncer les sourcils du médecin. « Le conseil n'est pas une cour de justice, » déclara-t-il sèchement. « Nous ne sommes pas ici pour rouvrir l'enquête, simplement pour statuer sur l'aptitude professionnelle de... Nous sommes ici pour la vérité, » coupa Lucas en se levant. Sa stature imposante et son autorité naturelle captèrent immédiatement l'attention de tous. En tant que membre de la famille marchand et actionnaire majoritaire de cet hôpital, j'exige que toutes les preuves soient examinées. Élise pâlit visiblement. « Lucas, tu outrepasses ton rôle, le conseil a ses procédures. Des procédures que tu sembles particulièrement pressé de conclure. » « Élise !» Lucas la fixa avec une intensité glaciale. « Pourquoi tant d'empressement? Craindrais-tu que certaines vérités n'émergent ?» Le silence qui s'abattit sur la salle était presque palpable. Maître Dubois saisit ce moment pour distribuer des dossiers aux membres du conseil. « Nous aimerions d'abord vous présenter un élément crucial, » annonça-t-il. « Les enregistrements des caméras de sécurité de la chambre de Monsieur Marchand la nuit de l'incident. » Le moine bondit presque de son siège. « Ces enregistrements ont été perdus lors d'une maintenance système. Étrangement, nous les avons retrouvés. » Répondit placidement l'avocat en faisant signe à un assistant d'allumer le grand écran au mur. La vidéo commença à défiler, montrant d'abord Chloé vérifiant méticuleusement la perfusion avant de quitter la chambre, puis, le moment crucial, Élise et le moine entrant furtivement, la seringue, l'injection dans la poche de solution. Des exclamations stupéfaites résonnèrent dans la salle. Une administratrice âgée retira ses lunettes. Choqué, Drer, le moine. Qu'est-ce que cela signifie? Le médecin, livide, ouvrit et ferma la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. À côté de lui, Élise s'était pétrifiée, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le cuir de son fauteuil. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia finalement le moine. « Nous ajustions simplement le traitement que mademoiselle Bernard avait mal dosé. »« Sans documenter cet ajustement ?» demanda sèchement un autre administrateur. « Sans appeler l'infirmière de garde ?»« Et pourquoi désactiver la caméra ensuite ?» ajouta Lucas. « Ou plutôt tenter de la désactiver car visiblement, vous avez échoué. » Élise se redressa soudain, retrouvant une partie de son assurance. « C'est ridicule. Cette vidéo pourrait être manipulée, et même si elle ne l'est pas, qui peut prouver que nous n'intervenions pas pour sauver Hugo d'une erreur de cette infirmière ?» Maître Dubois sourit légèrement. « J'espérais que vous souleveriez ce point, Madame Moreau. » Il sortit un autre document de sa serviette. « Voici l'analyse toxicologique indépendante réalisée sur un échantillon de la solution prélevée juste après l'incident. Avant que vous n'ayez pu le remplacer, elle révèle la présence d'un puissant sédatif qui ne figurait pas dans le traitement prescrit. » Le visage d'Élise se durcit. « Vous n'aviez aucun droit de... » Claire Girard, l'infirmière-chef, a suivi le protocole standard en prélevant des échantillons, expliqua calmement Chloé, prenant la parole pour la première fois. Elle les a conservés, pressentant que quelque chose n'allait pas. Le moine se tourna vers Élise, la panique gagnant son regard. « Ils n'ont aucune preuve directe contre nous. Ils essaient juste de... Ils ont toutes les preuves, Antoine. » Le coupa-t-elle sèchement. « Tais-toi. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée face à cet aveu à peine voilé. Élise, comprenant son erreur, tenta de se ressaisir. « Ce que je veux dire, c'est que ces accusations sont tellement absurdes qu'elles ne méritent même pas. Nous avons également découvert ceci, » intervint Lucas, en faisant glisser sur la table une copie des documents trouvés dans le coffre-fort d'Élise. Des preuves suggérant l'implication de Madame Moreau, non seulement dans cette tentative de meurtre, mais potentiellement aussi dans la mort de mon frère, il y a 32 ans. Élise se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Comment oses-tu? Ces documents sont privés. Tu as violé mon... » « Ces documents sont des preuves d'activité criminelle, » répliqua Lucas, imperturbable, et justifie pleinement la réouverture de l'enquête sur la mort de mon frère. Le chaos s'empara de la salle. Les administrateurs parlant tous en même temps, le moine, effondré, fixait le vide, tandis qu'Élise, acculée, lançait des regards furieux autour d'elle, cherchant une échappatoire. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit, le silence retomba instantanément lorsqu'un fauteuil roulant apparut, poussé par une infirmière. «
Hugo Marchand, pâle et amaigri mais bien éveillé, fit son entrée dans la pièce. « Père !» s'exclama Lucas, stupéfait. « Hugo !» Élise semblait voir un fantôme. Le vieil homme leva une main tremblante, réclamant le silence. Sa voix était faible mais déterminée. « J'ai entendu, suffisamment, » articula-t-il avec difficulté. Depuis ma chambre, l'interphone était allumé. Chloé s'approcha instinctivement, son réflexe d'infirmière prenant le dessus. « Monsieur Marchand, vous ne devriez pas être levé. Votre état... »« Mon état importe peu maintenant, » l'interrompit-il. Son regard fatigué se posa sur elle avec une tendresse qui la bouleversa. « Ce qui importe, c'est la vérité. » Il tourna péniblement la tête vers les membres du conseil. « Cette jeune femme est innocente. C'est Élise et le moine qui ont tenté de me tuer. »« Hugo, vous délirez ?» tenta désespérément Élise. « Le coma a affecté votre jugement, vous ne savez pas. »« Je sais. Tout !» Il la transperça d'un regard accusateur. « Comme je sais, pour mon fils, pour l'accident, qui n'en était pas un. » Élise recula comme frappée physiquement. « C'était il y a si longtemps, vous ne pouvez pas prouver. »« Je peux témoigner, » la coupa Hugo, « et ma parole vaut encore quelque chose. » Dans cette maison, puis, dans un geste qui surprit tous les présents, il tendit une main tremblante vers Chloé. « Approchez, ma chère. » Émue, elle s'avança et prit doucement sa main. Hugo la regarda longuement, ses yeux s'emplissant de larmes. « Vous ressemblez tellement à votre père, » murmura-t-il. Mes mêmes yeux, le sourire de Juliette. Des murmures confus parcoururent la salle. Lucas s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, il y a autre chose que vous devez savoir. » Il posa une main protectrice sur l'épaule de Chloé. « Chloé Bernard est en réalité la fille de mon frère cadet et de Juliette Perrin. Elle est la petite-fille légitime d'Hugo Marchand. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre. Élise, comprenant soudain l'ampleur de la situation, vacilla dangereusement. « Impossible, » murmura-t-elle. « Le bébé était... Nous nous étions assurés que... » Cet aveu involontaire acheva de la condamner. 2 agents de sécurité, alertés à l'avance par Lucas, entrèrent discrètement dans la salle. « Madame Moreau, Deheur, le moine, » annonça formellement l'un d'eux. « Vous êtes priés de nous suivre. La police attend votre déclaration concernant les accusations de tentative de meurtre sur la personne d'Hugo Marchand. » Alors qu'on les escortait hors de la salle, Élise jeta un dernier regard venimeux à Chloé. « Tu ne t'en tireras pas comme ça. Un test ADN prouvera que tu n'es qu'une imposteur. Un test a déjà été réalisé, » répondit calmement Hugo, sa voix s'affermissant étrangement. « Il y a 1 an, Chloé est bien, ma petite fille. » Et comme pour confirmer ses paroles, il fit un geste qui figea l'assemblée, avec une infinie tendresse. Il souleva le médaillon que Chloé portait toujours autour du cou et l'ouvrit, révélant une minuscule photo à l'intérieur, celle d'un jeune couple souriant, qui n'était autre que Lucas Junior et Juliette. Puis, épuisé par cet effort, Hugo ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres, et murmura avant de s'affaisser légèrement. « Justice, enfin. » La neige tombait doucement sur Paris en ce matin de décembre, drapant la ville d'un manteau immaculé. 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation qui avait bouleversé la vie de Chloé. Dans le cimetière du Père-Lachaise, une petite assemblée était réunie autour d'une tombe fraîchement ornée de fleurs. Hugo Marchand, 1945-2023, un homme dont le cœur a finalement trouvé la paix, lut Chloé à voix haute, sa main effleurant le marbre froid. Hugo avait survécu juste assez longtemps pour voir justice rendue. 3 semaines après la confrontation, il s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Ayant eu le temps de modifier son testament et de passer quelques moments précieux avec sa petite fille retrouvée, Lucas posa une main réconfortante sur son épaule. Au fil des mois, leur relation avait évolué d'une alliance improbable vers quelque chose de plus profond, plus complexe, une connexion qui dépassait leur lien familial et qu'ils n'osaient pas encore nommer. « Ils seraient fiers de ce que nous avons accompli », dit-il doucement. À quelques pas derrière eux se tenait Marianne Bernard, désormais complètement rétablie, observant sa fille avec un mélange de fierté et de mélancolie. À côté d'elle, Claire Girard, qui avait retrouvé sa position d'infirmière-chef à l'hôpital, et quelques membres fidèles du personnel de la résidence Marchand. « Il est temps, » murmura Lucas. « Tout le monde nous attend. » Ils quittèrent le cimetière en silence, leurs pas laissant des empreintes éphémères dans la neige fraîche. La limousine les conduisit à travers Paris
jusqu'à un imposant cabinet notarial où une assemblée plus nombreuse était déjà réunie pour la lecture officielle du testament. La grande salle était remplie d'un mélange hétéroclite de personnes, des cadres en costumes sombres représentant les diverses entreprises du groupe marchand, des avocats à l'expression impénétrable, des membres du conseil d'administration de l'hôpital et, assis à l'écart, un jeune homme au regard sombre, Lucas Jr., le fils d'Élise, seul depuis l'incarcération de sa mère pour tentative de meurtre et complicité présumée dans la mort de Lucas Marchand Senior. Maître Pelletier, le notaire de la famille depuis des décennies, s'éclaircit la gorge pour réclamer l'attention. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament et des dernières volontés de M. Hugo Marchand, commença-t-il solennellement. Le document était long et complexe, détaillant la répartition d'un empire financier tentaculaire. Des legs généreux étaient faits à divers employés fidèles, à des œuvres caritatives, à des institutions médicales, puis vint le cœur du testament, à ma petite-fille retrouvée, Chloé Bernard Marchand, fille de mon fils Lucas et de Juliette Perrin. Je lègue 30% de mes actions dans le groupe Marchand, ainsi que la propriété pleine et entière de l'hôpital Saint-Raphaël, dont j'ai secrètement acquis la majorité des parts ces dernières années. Un murmure stupéfait parcourut l'assistance. Chloé elle-même sentit son cœur s'accélérer. L'hôpital, à elle, cette donation, poursuivit le notaire, est assortie d'une condition expresse, que ladite institution soit réformée pour inclure une aile de cardiologie gratuite pour les patients défavorisés, portant le nom Institut cardiaque Lucas Marchand, en hommage à mon fils disparu trop tôt. Lucas serra discrètement la main de Chloé sous la table. À mon fils aîné, Lucas Marchand, je lègue 30% supplémentaires du groupe, ainsi que la résidence familiale, sachant qu'il saura préserver notre héritage avec l'intégrité qui l'a toujours caractérisé. Le notaire marqua une pause, tournant lentement la page. Concernant mon petit-fils, Lucas Marchand Jr., fils d'Élise Moreau, le jeune homme se redressa, son visage trahissant un mélange d'appréhension et de défi. Je lègue 20% des actions du groupe, qui seront placées sous tutelle jusqu'à ses 25 ans. Cette tutelle sera assurée conjointement par son oncle Lucas et sa tante nouvellement reconnue, Chloé, dans l'espoir qu'ils sauront lui transmettre les valeurs qui ont fait défaut à sa mère. Le jeune homme sembla momentanément désarçonné, s'attendant probablement à être déshérité après les actes de sa mère. La lecture se poursuivit, mais Chloé n'écoutait plus vraiment, submergée par l'émotion. En quelques mois, sa vie avait basculé de la disgrâce totale à une position qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas la fortune qui la touchait, mais la confiance qu'Hugo avait placée en elle, la mission qu'il lui confiait. Après la cérémonie, alors que les participants se dispersaient, Lucas Jr. s'approcha timidement de Chloé et de son oncle. « Je ne comprends pas, » dit-il, sa voix trahissant son jeune âge malgré son apparence soignée. « Après ce que ma mère a fait, tu n'es pas responsable des actes de ta mère ?» répondit doucement Chloé. « Grand-père croyait en la rédemption, » ajouta Lucas. « Et il savait que tu as toujours été plus une victime qu'un complice dans les machinations d'Élise. » Le jeune homme baissa les yeux, visiblement ému. « Elle m'a raconté, pour mon oncle, pour vous. » Il leva un regard hésitant vers Chloé. « Est-ce que je dois vous appeler tante maintenant ?» Un sourire chaleureux illumina le visage de Chloé. « Tu peux m'appeler Chloé. Nous apprendrons à nous connaître, pas à pas. » 3 mois plus tard, le printemps parisien faisait éclore les premières fleurs dans les jardins de l'hôpital Saint-Raphaël, rebaptisé Centre médical marchand. À l'entrée du tout nouvel institut cardiaque, une foule de journalistes et d'invités attendait l'inauguration officielle. Chloé, dans un tailleur élégant mais sobre, paraissait à la fois nerveuse et déterminée. À ses côtés, Lucas ajustait sa cravate avec cette précision de chirurgien qui le caractérisait. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, serrant le médaillon qui n'avait jamais quitté son cou. « J'aurais juste aimé que maman soit là. » Marianne s'était éteinte paisiblement 1 mois plus tôt, heureuse d'avoir vu sa fille retrouver sa place et son identité. Ses derniers mots avaient été « Tu vois, ma Chloé, parfois la vie finit par rendre justice. » La cérémonie fut simple mais émouvante. Chloé prononça un discours qui toucha toute l'assemblée, parlant non pas d'argent ou de prestige, mais de vocation, de soins et de seconde chance. Cet institut n'est pas seulement un hommage à un homme que je n'ai jamais connu, mon père biologique, dit-elle,
sa voix portant clairement dans le micro. C'est aussi un hommage à ceux qui m'ont élevé avec amour malgré les circonstances, qui m'ont inculqué le sens du service et de la compassion. C'est un lieu où personne ne sera jamais refusé faute de moyens, où la médecine retrouvera son sens premier, soigner sans condition. Le ruban fut coupé sous les applaudissements, et les premiers patients, des habitants du quartier où Chloé avait vécu dans la disgrâce, furent accueillis avec respect et chaleur. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Paris, Chloé et Lucas se retrouvèrent seuls dans le petit jardin intérieur de l'Institut, assis sur un banc qui rappelait étrangement celui où Lucas Senior et Juliette avaient été photographiés tant d'années auparavant. « C'est étrange, » murmura Chloé. « Parfois j'ai l'impression qu'ils sont là, quelque part, qui nous observent. » Lucas prit doucement sa main. « Peut-être le sont-ils, à travers toi, à travers ce que tu as accompli. » Un silence confortable s'installa entre eux, jusqu'à ce que Lucas reprenne, hésitant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Chloé, je sais que notre situation est complexe. Techniquement, je suis ton oncle, mais tu n'es pas réellement mon oncle, » compléta-t-elle doucement. « Nous n'avons pas grandi comme une famille. Nous nous sommes rencontrés comme deux adultes, deux personnes qui ont appris à se connaître, à se respecter et peut-être à s'aimer, » finit-il dans un souffle. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. « J'ai passé tellement de temps à chercher ma place. Parfois je me demande si ce n'était pas toi, ma place. » Il se pencha doucement, ses lèvres effleurant les siennes, dans un baiser aussi léger qu'une promesse. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Ceci est arrivé ce matin au cabinet de l'avocat. Intriguée, Chloé l'ouvrit. C'était une lettre d'Élise, écrite depuis sa cellule de prison. « Elle demande à te rencontrer », expliqua Lucas. Chloé replia la lettre, pensive. « Et j'irai, non pas pour la vengeance ou le ressentiment, mais parce que, comme ton père le disait, la rédemption doit être possible pour tous. » Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel parisien, ils restèrent assis ensemble, contemplant l'avenir qui s'ouvrait devant eux, un avenir construit non plus sur des secrets et des mensonges, mais sur la vérité enfin révélée et l'espoir d'une guérison, tant pour les corps que pour les cœurs,